Je suis Dorothée Liagre et je suis la maman de Zoé qui a de 2 enfants. Et Zoé, c'est l'aînée, c'est elle qui présente sa TSA, TDA, et elle a 14 ans. Ok. Elle est en troisième là maintenant, elle va rentrer au lycée l'année prochaine. En CP, elle avait très très mal et en un an et demi, le diagnostic a pu être posé. Je m'appelle Michel Bury et je suis la maman de 3 enfants autistes. Un garçon de 17 ans qui est autiste niveau 1 et aussi au potentiel. Et une fille qui a 13 ans, aussi autiste et avec un trouble de l'anxiété. Et un petit garçon de 8 ans qui est aussi autiste niveau 2, non-verbal, D'accord. et aussi TDAH. Donc je suis Corentin, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence de biologie. Je suis passé par le parcours médecine, j'ai fait la passerelle et je suis diagnostiqué autiste par mon pédopsychiatre depuis mes 11 ans. Moi, c'est Françoise, j'ai 31 ans, 32 en décembre cette année. Je suis diagnostiquée autiste depuis l'âge de mes 24-25 ans. Oui, je m'appelle Guillaume, j'ai 43 ans. Voilà. 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 Et le diagnostic, il avait été fait au centre oui. autisme C'était il y a 5-6 ans. voilà. Je suis Amélie Elfer, donc je suis éducatrice spécialisée. Je travaille au Centre Source Autisme enfants et adolescents du 68 et je travaille donc à mi-temps et sur mon autre mi-temps, je travaille dans un hôpital du jour où j'accompagne des enfants et adolescents aussi qui sont porteurs de TSA. Moi, je suis Fabienne Rakitic et je coordonne la mission handicap au sein du service de la vie universitaire de l'Université de Strasbourg. Dans notre démarche, on essaie vraiment de partir, quel que soit le handicap d'ailleurs, mais particulièrement aussi pour les étudiants autistes, on essaie de partir du potentiel ou des potentiels de la personne pour co-construire avec la personne son parcours d'études. Donc, je suis Florence Watteau, psychologue à la maison d'accueil spécialisée. On accueille ici une quarantaine de résidents qui ont de 20 à 80 ans. Avec surtout des troubles du comportement, diagnostic d'autisme, de polyhandicap. J'ai eu l'occasion aussi de travailler beaucoup avec des personnes autistes avec, on pourrait dire, un meilleur niveau cognitif, plus d'autonomie, qui sont capables d'être des travailleurs en ESAT. Voilà. Oui. Initier quelque chose spontanément, par elle-même, prendre l'initiative, ça reste difficile ou pas? Alors, quand elle a... on est pareil, nous. Hein. Quand il y a un sens, ça, maintenant, oui. Elle est autonome, très autonome, dans ces cas-là. Si c'est pour un projet de dessin, elle a fait un projet dernièrement... elle a créé un tableau-post pour l'anniversaire de la libération de Cernay. Ok. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Elle a sa tablette graphique, elle a tout préparé, elle a communiqué avec le professeur pour envoyer par mail, affiner, changer de vue, etc. Pas de problème. Donc tout le réglage un petit peu des différentes étapes, la gestion, l'initiation, même tout ça, ça semblait facile dans le contexte du dessin. Quand il y a un sens, ouais. Oui, le dessin, ou bien là encore ce week-end, il y avait une journée citoyenne au village. Avec sa sœur, elles ont décidé d'y aller. C'était à 7h30 du matin, un samedi, qu'il fallait être prête. Moi, je leur ai dit, je vais dormir. J'ai testé un peu. Elles se sont mis le réveil, mais Zoé aussi. C'est pas qu'elle s'est reposée sur sa sœur, c'est elle-même qui a réveillé sa sœur. Le réveil, les habits, le gilet jaune qu'il fallait emmener, arriver à la bonne heure au bon endroit, parce que c'était un nouvel endroit, donc on avait vu le plan avant, et tout ça, ça s'est très bien passé. Okay. Mais il y avait du sens. La défense de la nature, c'est ok. Faire un dessin, un projet de BD, un projet de timbre-poste, ça roule. Ok. Parce que là, il y a du sens et là, c'est bon. Mais, ou bien créer un PowerPoint. Elle a préparé son brevet blanc, son oral, sur Temple Grandin. Elle a été très motivée pour témoigner de son autisme. Elle a préparé ça super. Elle a fait un PowerPoint nickel et elle a bossé à fond là-dedans et ça marche tout seul. Ok. Et par contre, c'est plus compliqué quand c'est des choses qu'elle n'a pas choisies. Ah oui. Ah oui, ça reste.
Donc, j'en ai parlé du coup cet après-midi avec elle. Et donc, elle m'a dit que parce que se lever le matin, c'est compliqué. Et elle dit c'est compliqué pour elle de se lever parce qu'elle pense, pour les journées de collège, elle pense à sa journée qui l'attend et du coup, ça la motive pas à se mettre debout. Et pour se mettre à ses devoirs, c'est difficile. Donc, dans sa tête, elle a quand même mis en place, c'est ce qu'elle m'a confié du coup, qu'elle se met sa propre récompense. Elle se dit, si je me mets vite à mon travail, que je travaille vite, c'est bien. Après, je dessine. Et puis, pour m'y mettre, je vais me mettre de la musique. Je m'imagine Dragon, parce qu'elle est à fond sur cette musique en ce moment. Et ça l'aide à se mettre, parce que c'est une récompense en fait, et ça l'aide à se mettre au travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a appris au fil des accompagnements qu'elle a eus. Oui. J'ai eu vraiment la situation la semaine dernière avec mon fils qui a 17 ans, justement parce qu'il prépare le bac de français. Et il y a des textes qu'il faut apprendre, enfin les 16 textes pour le bac de français. Il sait qu'il faut le faire depuis le début de l'année. C'est pas comme si c'est une surprise, mais pour lui, là, il a eu le bac blanc qui était vendredi dernier. Il était tellement désespéré qu'il n'avait rien fait. Même à l'école, pour lui, c'était difficile. C'était difficile pour se lever le matin, c'était difficile pour... et il n'arrivait pas à se mettre au travail pour se préparer, pour apprendre ce texte-là, parce que comme la tâche, le projet semblait vraiment trop gros et impossible de faire, donc pour lui, c'est comme je ne vais pas réussir à faire les 16 textes, apprendre les 16, donc il n'y en a pas encore. D'accord. Donc pour lui, soit il fait les 16, soit il ne fait rien. Donc pour lui, il n'y a pas le... Je commence, même si j'ai appris 1 ou 2 cette semaine, non, pour lui, c'est il faut que j'apprenne les 16, c'est trop, je ne fais rien. Il a pas eu l'idée de découper ça en plus petites parties, de se mettre un échéancier. C'était son idée. Oui. Mais plus le temps passait, plus... Et je lui disais, est-ce que cette semaine, tu as réussi à attendre ton but de 2 textes? Non. Donc la semaine passait et une nouvelle semaine commençait, toujours pas. Et après, la prochaine semaine, non plus. Donc il n'arrivait pas. Et j'ai dû contacter sa prof de français. Elle a dû lui donner 1 semaine de plus. Ou je sais pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se passerait cette semaine supplémentaire? Et par un miracle, oui, il a pu le faire. Il est venu au STEA au fac. Okay. Et pendant des heures, il a discuté avec une éducatrice et aussi avec nos psychologues. Et elles ont pu l'aider à un peu commencer un peu à sortir de cette inertie qu'il était. Et le samedi matin, il a mis son réveil à 6 heures du matin et il a travaillé pendant 11 heures de filet. Il a fait les 16 fiches en 11 heures. Là, on a aussi l'exemple, du coup, pour une jeune qui ne peut pas manger à la cantine, par exemple, parce qu'au niveau de ses particularités sensorielles, c'est trop difficile, du coup, au niveau du bruit, au niveau de la proximité, les odeurs, enfin voilà, c'est complètement pas possible. Et donc, donc elle mange à l'extérieur. Et effectivement, c'est une jeune qui va avoir du mal, tout ce qui va être gestion de l'argent aussi, c'est un peu compliqué. Faire une demande à un serveur, demander des choses comme ça. Et là, du coup, donc elle est un petit groupe, donc elle y va avec d'autres amis. Et le fait de se dire, c'est soit la cantine, soit je mange à l'extérieur, mais je dois me débrouiller toute seule finalement. Et par cet intérêt, par cette motivation, elle est capable effectivement de se déplacer, d'aller dans un petit restaurant rapide, d'y aller, de gérer son argent, de passer sa commande, de manger même dans le lieu où finalement c'est tout autant bruyant que la cantine, mais finalement ce qu'elle va manger lui plaît et donc va compenser sa difficulté, va lui permettre finalement de faire abstraction de ces difficultés sensorielles qu'elle peut évoquer lors de la cantine. Donc là, alors c'est pas un projet, c'est pas comme le projet d'aller au Japon, mais pour des ados, du coup, des petits projets comme ça, donc de socialisation, de manger avec ses copines
dans un lieu, ou le fait de pouvoir aller aussi à une soirée, par exemple, à être invité chez une copine, faire une soirée pyjama, chose qu'il n'est absolument pas pensable de dormir ailleurs dans son environnement et tout ça, et bien là, parce qu'elle a une motivation, effectivement, c'est possible. Faut que je comprenne qu'est-ce que je fais, à quoi ça va me servir, pourquoi je le fais, quoi. Vous avez besoin d'avoir toutes les infos. C'est ça, je commence jamais un truc si j'ai pas les infos. Ça, c'est impossible. Alors pour moi, ça a toujours été une question de est-ce que ça m'intéresse. Si ça m'intéresse pas, c'est impossible, il n'y a même pas besoin d'essayer. J'aurais beau essayer de toutes mes forces, si ça m'intéresse pas, c'est impossible. Ah ouais. Mais si ça m'intéresse, je vais même pas faire exprès d'aller dedans. Par rapport aux thématiques, par exemple, de l'initiation, c'est-à-dire que de la mise en route, est-ce que vous avez l'impression que c'est des étudiants qui ont besoin d'un soutien par rapport à faire, tout simplement? La mise en route, elle est très complexe. Elle est très complexe et j'ai envie de dire, il ne faut pas se louper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous, on se loupe dans le dispositif. Et c'est pour ça que depuis 4 ans, je vais en parler en 2 secondes, mais depuis 4 ans, on s'est bien rendu compte que soigner, prendre soin ou avoir une attention particulière sur les démarrages d'études, c'est fondamental pour éviter les découragements et les décrochages, voire les abandons. Enfin, j'ai surtout trouvé des outils pour enclencher, pour me mettre en condition, on va dire. La musique, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Avant de faire une activité ou même avant de sortir. Voilà, c'est pas mal de... Vous l'utilisez comment la musique? Vous mettez il y a un morceau que vous mettez systématiquement avant de partir, puis c'est un petit peu le signal du départ? Oui, c'est un peu ça. Après, ça dépend aussi un peu des périodes. Voilà, de manière générale, il y a toujours une musique pour démarrer. Ce sont des personnes qui sont assez rigoureuses dans leur travail, qui ont besoin d'un poste de travail bien structuré, bien aménagé, avec qui ont besoin d'indications sur une production à réaliser, un certain nombre de pièces à faire ou un certain nombre de cartons à remplir. Et en ayant tout ce contexte-là, ce sont des personnes qui ont des compétences professionnelles incroyables. Par contre, c'est des personnes chez lesquelles on va rencontrer un petit peu à nouveau des problèmes, par exemple, d'initiation, c'est-à-dire de prise d'initiative par rapport à une activité ou... Si le poste de travail et les tâches demandées sont bien structurées, bien explicitées, elles peuvent organiser l'approvisionnement du poste sans difficulté et le faire de manière tout à fait autonome, en prenant l'initiative d'aller dans le lieu de stockage et de pouvoir réapprisionner le poste, c'est voir le poste des collègues, ça se fait parfois sans difficulté. Mais il faut effectivement que l'environnement et que les demandes soient bien explicitées. Donc c'est un petit garçon, donc là c'est un profil d'enfant, donc un jeune avec peut-être une petite déficience associée, mais voilà, je ne sais pas encore, mais c'était un garçon qui adore le chocolat et que quand il rentre de l'école, donc il y a toujours la petite routine du goûter. Et quand il rentre chez lui, donc là, sa maman l'invite toujours pour prendre le goûter. Mais le jour où, effectivement, sa maman ne l'invite pas pour le goûter et que ce petit garçon, il rentre chez lui, la maman ne dit rien, il arrive, il voit le goûter qui n'est pas prêt, il court dans sa chambre, il s'enferme dans sa chambre et il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Sa maman, du coup, va le voir et ne comprend pas ce comportement, donc elle le questionne. Ça a été aussi compliqué parce qu'il n'arrive pas à expliquer pourquoi, il est juste en colère, donc il montre sa colère, il jette tout. Et la maman arrive effectivement en le questionnant à comprendre qu'au vu de l'heure, elle se dit « Ah, mais c'est le goûter, mais oui, tu veux prendre ton goûter ». Et là, il dit « Oui ». Donc, ok, donc la maman l'invite à prendre son goûter. Et donc là, de dire qu'il adore manger, il aime le chocolat, il sait où sont rangés les gâteaux, mais il est dans l'incapacité, en fait, spontanément, d'aller dans le placard, chercher son gâteau, se mettre à table et le manger. Alors peut-être au collège, ça peut arriver, s'il y a un changement de salle, de dernière minute, elle peut être perturbée.
Mais bon, c'est moins fort maintenant. Cette année, c'est un peu moins fort. Enfin, en grandissant, j'ai l'impression que ça... Que la 14 maintenant. La 14. 14. Ouais. Vous adaptez au changement? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Ça, c'est vraiment compliqué. Ouais. Après, j'ai une tolérance au changement, mais c'est pas simple. Puis, quand j'ai repensé un peu aux activités, il y a même certaines activités que je ferais pas. S'il y a trop de changements, s'il y a trop de... Et s'adapter au changement, parce que parfois il y a toujours des changements nécessaires, des imprévus. Oui, ça c'est très compliqué aussi, parce que ça va peut-être pas forcément se voir au premier coup d'œil, mais ça c'est aussi où du coup après je râle un peu toute seule dans mon coin. Je me dis bon voilà, finalement c'est peut-être que c'était pas le bon jour. Et par rapport au changement dans la vie quotidienne, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Il y avait un souci ils ont changé la date du background de mon fils. Donc, c'était prévu pour qu'il passe mercredi. Et quand il allait garder, c'est la prof qui l'a dit, tu passes le background mercredi à 10h30. Et il était tout content parce qu'il aurait quand même le week-end, plus lundi et mardi pour réviser. Après, sur le site de l'école, sur Pronote, c'était marqué qu'il passe à 8h du matin, lundi. Il a arrêté là, c'est là qu'il a bloqué. Mais c'est pour illustrer qu'est-ce que ça lui fait quand il y a un changement. Il trouve ça injuste, très injuste. Et ça arrive dans la vie, hein. Soit un avion qui a changé, un train qui a changé. On ne peut pas tout contrôler. Ouais. Mais pour lui, c'est extrêmement désagréable de devoir faire face et se dire, bon, ça arrive, c'est pas grave. Pour lui, c'est grave, c'est très grave. Et pour ma fille aussi. Et ils ont cette sensation d'injustice où j'ai payé pour aller ces jours-là, donc il faut que ça soit respecté, parce que c'est le jour où j'ai mis dans mon calendrier que j'allais faire ça. Donc, on ne peut pas changer le calendrier, voilà, c'est comme ça. Donc pour eux, c'est extrêmement difficile, les changements. Et des changements, alors là c'est vraiment des changements par exemple sur la date d'une activité qui était prévue, mais ça peut être des changements plus dans les routines quotidiennes. Est-ce que c'est compliqué également? Aussi. C'est compliqué aussi. Ils n'aiment pas parce qu'ils ont leurs habitudes. Je ne peux pas dire à ma fille quand elle rentre de l'école, elle a l'habitude de marcher autour de la table. Elle marche autour de la table. Et si on dit, au lieu de marcher autour de la table, il faut que tu viennes m'aider pour faire la vaisselle, on va dire tout de suite, on doit aller faire les courses, tu dois venir avec moi. Non, parce que quand elles rentrent de l'école, elles ont marché autour de la table. Qu'on ne peut pas juste dire qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas faire ça. Ils vont écouter, mais il faut qu'on utilise les bons arguments. Des arguments qui, pour eux, c'est-à-dire qu'il y a une chance pour eux. Sinon, ils vont continuer dans le même pensée. C'est très difficile de changer la façon de penser. Ouais, j'ai plus l'impression qu'eux ont besoin de routine de fonctionnement. Le problème, c'est que celles qui mettent en place, eux, quand c'est les jeunes, elles ne sont pas forcément très fonctionnelles en fait. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir mettre en place leur routine, mais qui ne va pas être en adéquation avec la routine familiale, par exemple. Et donc, c'est le parent qui essaye de reconstruire une routine qui soit acceptable pour toute la famille. Comment est-ce qu'elle s'adapte à ces modifications qui doivent survenir, j'imagine, souvent dans les ESAT? Alors, si c'est bien expliqué, ça peut passer, ça se passe très bien. Par contre, s'il n'y a pas d'explication sur le pourquoi du changement et de ce qui est imprévu, on peut quand même avoir des troubles du comportement. Ça peut apparaître quand même fréquemment. Et ça peut être aussi bien décrit que l'isolement ou le refus de poursuivre le travail. Ça reste fort. C'est trouver un plan B alors que c'était le plan A qu'on avait prévu.
Ça reste difficile. Alors c'est très compliqué, mais il faut réussir à se détacher En fait, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est très vrai pour des personnes autistes, particulièrement sur le concept de plan. C'est-à-dire qu'on a un plan, on veut absolument s'y accrocher. Alors d'une part parce qu'on est fier d'avoir fait un plan, mais aussi parce que, en fait, il y avait un faux raisonnement que j'avais quand j'étais enfant. C'est que je me suis dit, j'ai un raisonnement, il est tellement cohérent que je refuse de croire que ce raisonnement n'est pas vrai. Même si on me le prouverait. Mais c'est pas parce que quelque chose est cohérent qu'il est vrai. Cette préparation que j'avais, ce plan extrêmement précis, c'est quelque chose que je faisais, je pense que c'est surtout, j'ai arrêté au niveau du collège. Au collège, je faisais quasiment tout le temps ça, je pense. Et en réfléchissant à cette problématique, je me dis, c'est désagréable quand même comme sensation. Est-ce que je pourrais pas réfléchir à une autre manière de faire? En fait, il y a un truc qui est super bien quand on est autiste, et je pense que ça marche aussi sur les personnes hypersensibles, c'est que on a énormément de pensées qui sont pas trop contrôlables. Sauf que ça a le désavantage de rendre extrêmement anxieux parce qu'on pense à tout le temps, mais ça a aussi l'avantage de nous faire anticiper tout. Et si on arrive à regarder ces pensées avec un œil critique et pas anxiogène, c'est-à-dire qu'on les accepte, ok, c'est là, c'est dans ma tête, mais je les laisse passer et je les observe, et en fait, c'est des informations qu'elles me donnent. C'est comme si j'anticipais tout, c'est comme si je voyais le futur, quoi. Et derrière toutes les possibilités qui existent, d'une certaine manière, ça fait aussi partie du plan, parce qu'on les a anticipées. Donc on les considère dans le plan, c'est plus une simple ligne, c'est plein de possibilités. Il y en a qui sont plus probables que d'autres. Et au final, il y a des choses qu'on arrive plus facilement à anticiper que d'autres. Et donc, quand on a des imprévus, si on arrive à faire ce schéma de pensée-là, en fait, c'est plus un imprévu, c'est un imprévu qui a été prévu, donc c'est plus un imprévu. Si on se fait à l'avance tout le plan de « Ok, je suis stressé, je me sens pas bien pour mon examen, donc je vais faire le trajet à vélo. À ce moment-là, il y a un feu rouge, peut-être que là, il y aura un piéton. Ensuite, là, je vais à mon école, j'ai regardé la météo, donc je connais la température, je connais la météo. Ensuite, je vais arriver dans cette salle, il y aura plus ou moins de bruit, il y aura tant de gens. » Si on se fait à ce point un plan qui est à ce point précis, en fait, c'est super facile que ce plan dévie, parce qu'il suffit qu'un tout petit truc change, et en fait, le plan, il n'est plus du tout le même. Et ce plan, ça peut être la météo qui s'est trompée, ça peut être le nombre de gens, ça peut être le bruit, ça se trouve, les gens, ils vont être super calmes. Ça se trouve, l'enseignant, on avait prévu que ça allait être un homme, parce qu'on a l'habitude que ce soit un homme, et au final, c'est une femme. Si on prévoit le plus précisément possible, on a la probabilité de se tromper augmente encore plus. Donc on évoquait tout à l'heure la difficulté à faire face aux imprévus, aux changements. Ça, c'est quelque chose qui... C'est le sport national de l'université, c'est ça? Bah oui, forcément. Oui, ça c'est difficile. Ça c'est difficile et c'est parfois douloureux pour la personne. Et ça c'est vraiment, moi je trouve, un des facteurs de démotivation importants. Hormis le sens qu'on met à ce qu'on va faire, mais on va dire de façon générale pour chacun. Mais tout ce qui va être environnement, tout ce qui va être changement, tout ce qui va dévier de la routine, qui va insécuriser le parcours, dans ce sens-là, oui, c'est vraiment des éléments sur lesquels nous, on a à travailler. Quand on vient du lycée, où on est dans une unité de lieu, finalement, il y a assez de temps, c'est pas du tout pareil à l'université. Et on change de salle, on a des emplois du temps qui sont bousculés, on a des changements en permanence. Donc tout ça, c'est comment on aide finalement la personne à intégrer ça dans son quotidien pour éviter le stress, l'angoisse, et de se dire, ah ben non, cet univers-là, il est trop anxiogène pour moi, et je m'en vais. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est pas forcément des aides techniques, finalement, qui sont importantes. Nous, on fait le constat au bout de tant d'années. En tout cas, pour ce type de difficulté-là, c'est plutôt un soutien humain. Ça peut être du tutorat, à un moment donné, méthodologique, de dire, ben, c'est normal, voilà, comme tout étudiant, on apprend les attendus universitaires, académiques, mais en même temps, là, on sait que tu vas être, sans cesse stimulé par des choses qui vont te dépasser, des émotions qui vont être trop fortes. Donc, on va essayer d'apaiser ça, nous, pour que ton quotidien soit plus viable. Et donc, cette aide humaine, elle est essentielle. Par exemple, allez, au niveau des examens, quand ils vont avoir ces examens, on leur demande de réviser ce texte, enfin, je sais pas. Ben, si on leur dit de réviser les trois, ils vont réviser les trois. On ne va pas pouvoir dire, mais là, tu vois, tu es un petit peu plus fatigué, ben, révise déjà ces deux-là. Si tu les sais bien, ben, c'est suffisant.
ah ben non, parce que la prof, elle a dit qu'il fallait faire les 3, donc du coup, je vais aller jusqu'au bout. Et toujours à performer le meilleur de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui peut les mettre à mal. La gestion du temps, c'est compliqué. Oui. Ouais. Ah, complètement. Avec ma dyscalculie, ça explique tout, quoi. C'est pas forcément que l'autisme. Okay. Il y a aussi la dyscalculie derrière qui joue. Et puis le timer, moi j'ai dit 1 fois, 2 fois, stop. Cet outil ne fonctionne pas, ça va pas le faire. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je note sur mon téléphone avec un petit rappel, une petite notif qui s'affiche, voilà, aujourd'hui rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Et par rapport aux activités qui ne sont pas uniquement des activités agréables, est-ce que du coup ça peut être compliqué pour elle de, comme vous disiez, de maintenir un petit peu son intention d'action, de rester... Alors elle a trouvé des stratégies là maintenant, elle s'offre des petits temps de travail, elle a des temps de travail et après elle s'offre des récompenses. Est-ce que ça reste compliqué? Sur la durée, je pense qu'au collège, ça commence à s'arranger quand même. J'ai l'impression que ça commence à aller mieux de pouvoir durer sur une contrainte, quoi. Enfin, quelque chose qui est un peu moins... un peu plus frustrant sans doute pour elle, quoi, de rester plus longtemps concentrée. C'est difficile à dire parce qu'en fait c'est tellement aménagé aussi maintenant, ça lui permet quand même de rester dans l'attention. Quand elle décroche un peu, la VSH elle prend le relais pour prendre les notes du cours. C'est un petit peu équilibré de cette manière. Donc elle a su quand la VSH. Oui, elle a sur 14 heures, 17 heures. Ok, et si la VSH n'était pas là, est-ce qu'elle serait capable de gérer les activités de l'écolière de la journée quand elle n'est pas là? Parce que ça lui sollicite beaucoup plus de concentration. Ouais. C'est plus compliqué. Si le SH n'est pas là, elle va tenir le coup. Elle va prendre sur elle va se forcer, mais après elle va être fatigable. Ouais. Et commencer à oublier des choses, et du coup ça devient compliqué les apprentissages parce qu'il lui manque des notes, il lui manque devoir pas écrit. Non, ça s'enchaîne. Une fois, pendant 15 jours, il n'y a pas eu de SH. Je ne le savais pas, bon, entre-temps ça s'est réglé. Mais oui, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle parlait de sa journée de collège, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Il n'y avait plus rien qui passait en fait. Et oui, pour gérer le matos, il y a encore besoin de message pour recadrer, oui. Il y a aussi donc un jeune en fait qui lui, alors c'est un petit peu particulier. Bon, il est au collège aussi et c'est vrai que théoriquement, il sait ce qu'on attend de lui, il sait très bien quand il me rapporte les situations qui ont posé problème, qui ont posé, par exemple, il a eu un avertissement pour travail non fait, parce que voilà, en fait, ce qui se passe chez lui, c'est qu'il a eu énormément d'avertissements pour travail non fait, travail non rendu, voilà, et du coup il se fait coller parce qu'au bout, c'est la procédure, au bout de temps et temps on a une colle, sauf que ça ne lui apporte absolument rien, on a bien vu, parce qu'au bout de 5 avertissements on est collé, il en a 11 à ce jour, il en a eu 12 la semaine dernière d'ailleurs, et du coup ça ne lui apporte pas. Et lui, sa difficulté, c'est que il va faire son travail, mais il va oublier de le rendre. C'est-à-dire qu'il va se mettre à la tâche à la maison parce que sa maman vient aussi soutenir, regarder le travail et ça. Mais il va oublier. Quand il arrive en cours, il va pas réussir en fait à chercher son travail qui est fait et à le donner à l'enseignante. Mais pour lui, il comprend pas qu'il a un avertissement parce qu'il l'a fait. Donc quand on lui met travail non fait, pour lui, c'est pas correct. Parce qu'il l'a fait, c'est juste qu'il l'a pas rendu. Alors, quand il a travail non rendu, ça marche, mais des fois, les professeurs lui mettent juste travail non fait, en fait. Alors, je ne sais pas lequel, mais gérer l'activité en cours, c'est-à-dire l'interrompre, déjà la gérer, c'est-à-dire la mener à bien jusqu'au bout, éventuellement l'interrompre, éventuellement faire face à des changements. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être compliqué? Oui, pour le 3. C'est compliqué, mais jusqu'au bout, c'est compliqué. Interrompre aussi,
Mais je pense que c'est plutôt interrompre. S'il commence à faire quelque chose, il ne faut pas que je vienne ouvrir la porte. Donc je sais que je n'ai pas le devoir. Donc je ne l'ouvre pas. Parce que si j'ouvre la porte, peut-être qu'il faut faire, je mettre du travail après. Quand je le laisse tranquille. Donc ils vont commencer. Mais s'ils n'ont pas fini, parce qu'il y a autre chose qui a capté leur attention, qu'ils sont distraits par quelque chose, ils ne vont pas finir. Donc, ils ont aussi un problème de ne pas finir à cause des distractions. Bon, de la fatigue aussi, hein. S'ils sont fatigués ou s'ils trouvent que l'activité elle est vraiment trop compliquée ou qu'ils ne voient pas que c'est quelque chose de faisable, ils vont évaluer, ils sont beaucoup dans l'analyse. Donc, ils vont analyser d'abord, est-ce que c'est possible de finir tout ça aujourd'hui? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai la connaissance nécessaire pour le faire? Ou si ils trouvent qu'il y a des paramètres qui n'est pas atteint, ben non, ils ne vont pas le faire. Et par rapport à la gestion de leur temps, c'était évoqué là, tout à l'heure, comment je gère mon temps, comment je structure mon programme de travail, mes révisions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué aussi? Alors, ça peut être compliqué et ce qui marche bien, ce qu'on fait aussi, le constat qu'on fait, c'est de mettre en place du tutorat assez rapidement. Quand on voit que la gestion du temps, le rétro-planning, enfin comment ça se situe, parfois on entend tout à l'heure, hein, j'ai pas du tout de notion du temps. Le temps finalement c'est compliqué à maîtriser, mais pourtant les attendus universitaires, il y a des échéances et il va falloir y répondre. Donc c'est comment finalement on aide à conjuguer avec le temps personnel, ce temps qu'on a envie d'investir dans les choses qui nous plaisent, parce que c'est aussi important, je pense que les clients se sentent bien finalement dans son temps à lui, dans son rythme à lui, et que nous, on respecte ce rythme aussi là. Mais en même temps, les échéances, elles arrivent et il ne faut pas que ce soit générateur d'angoisse, de stress en se disant « Oh là là, je ne vais pas y arriver parce que j'ai tout ça à réviser, etc. » Donc, on peut le structurer avec de l'aide humaine et du tutorat méthodologique. Et ça marche assez bien. Pour plein de situations d'ailleurs, mais particulièrement pour les étudiants autistes. Parce qu'on sait que la question de la temporalité, elle est importante. Je lui ai fait une fiche pour les deux filles au frigo sur avant les vraies copines, avant de dessiner, avant de me mettre à l'ordi pour quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu as? Et là, c'est des choses de la vie courante, avec 2-3 tâches collectives, de rendre service collectivement. Et avant, il y a sur la chambre, les habits, est-ce que c'est rangé, etc. quoi. Donc okay. Ça, c'est des habitudes aussi, elles vont cocher au frigo. Et avant un week-end, dès qu'il y a 3 jours en fait, avec des activités déjà prévues, des sorties qu'on a déjà prévues, donc il faut voir là-dedans quand est-ce qu'elle peut faire ses devoirs, ou s'il y a la chambre à ranger éventuellement à ce moment-là. Du coup, je fais des enveloppes à bulles, je prends les enveloppes de brouillon, je mets les bulles, et puis ça lui permet de voir où ça va, qu'est-ce qui est donc nécessaire à faire. Donc elle a un support graphique, visuel des activités qu'elle va faire. Elle va cocher. Si elle doit faire son bagage, si on doit partir... faire un pique-nique ou partir en bivouac, je mets la liste des choses à prendre et je laisse ça, je suis pas obligée d'aller lui donner, je mets ça sur la table et puis elle va cocher au fur et à mesure pour faire son sac en autonomie. Dans ce cas-là, elle est en autonomie, mais ouais, je m'occupe plus de rien, je fais ma feuille et c'est fini, c'est ok. Et sans cette feuille Pour l'instant, c'est un peu compliqué. S'il n'y a pas cette feuille, non, il peut manquer vraiment la brosse à dents, un habit important. Non, okay. Elle peut vraiment oublier des choses fortes. Elle va penser à un doudou, ça, elle va y penser, mais il y a encore besoin. Est-ce que quand il faut choisir plutôt entre ça ou ça, demain ou après-demain, voilà. Est-ce que c'est compliqué pour lui de prendre des décisions aussi comme ça? Pour celui qui a 17 ans, non. Lui, il n'a pas de problème avec ça, mais pour les 2 autres ici, pour ma fille de 13 ans, pour son frère de 8 ans, c'est extrêmement compliqué de décider. S'il y a deux choix, enfin 2 options, c'est déjà difficile. S'il y a 3, 4, c'est la cata. Ils n'arrivent pas. Ma fille, par exemple, celle qui a 13 ans, si je lui dis, il y a ça, ça et ça pour manger le soir, qu'est-ce que tu choisis? Elle me dit, il ne faut pas me proposer ça. C'est toi qui choisis, tu me donnes ce qu'il y a à manger et c'est tout. Sinon, j'arrive pas. Elle me dit, ça m'agace parce qu'elle se dit, si je fais un choix, je sais que je vais rater ça. Donc, ça m'agace de savoir que si elle mange ça, elle ne va pas ça, ni ça.
Donc pour elle, elle sait qu'elle va rater quelque chose, donc ça lui met à mal. Ouais. Et elle peut se retrouver à manger quelque chose qu'elle aime moins, oui, finalement, alors qu'elle aurait préféré le plat pour lequel elle n'a pas choisi. Mais elle préfère ne pas avoir eu le choix, parce qu'elle dit que ça m'embête trop, elle est fatiguée, elle ne veut pas penser à ça. Et pour son frère, qui est non-verbal, lui, s'il y a, alors, par exemple, il va au cours de musicothérapie, donc ce qui peut faire, elle met des pictos de chansons, par exemple, qu'est-ce qu'il faut chanter. Donc il a le choix entre 4 chansons. Il n'arrivait pas à faire un choix. Donc elle s'est mise à mettre juste deux options, juste 2 pictos, qu'il choisisse un des 2. Là, c'était plus facile. Et maintenant, après quelques mois de cours de musique, lui, il a pris l'habitude de choisir. Donc, elle n'a plus besoin de pictos. Okay. Elle pose la question, tu veux quelle chanson? Et il va verbaliser quelle chanson il veut. Mais ça a pris quelques mois. Ça a pris ça depuis septembre jusqu'à maintenant, on est en mai. Donc, ça a pris quelques mois pour qu'il s'habitue à faire un choix dans ce contexte-là. Et dans ce contexte. Voilà, mais oui, il faut bien remarquer ça, parce que pour le reste, non, il n'a pas généralisé, non, ça ne met pas une problème, mais on essaye de trouver la solution d'abord pour chaque contexte et généraliser, ben, c'est pour après. On ne va pas avoir tous les objectifs dans une seule fois, donc on fait petit à petit, on a petits objectifs. Ou après, on va prendre d'autres objectifs. Bah, pour généraliser, c'est le rêve, hein, mais on fait comme on peut. En ce qui concerne maintenant la fatigue, parce que c'est une composante souvent commune qui est rapportée par les personnes autistes, est-ce que vous vous sentez un peu concerné par cet aspect-là, d'une fatigue plus, on va dire, plus rapide, plus... Oui, en fonction de l'activité, par exemple, les formations que j'ai pu faire, ça a dévoré quasiment tout, quoi. J'ai tout donné à fond pour que ça se passe plutôt bien. Après, oui, c'est sûr que quand il... Après, c'est comme tout le monde, je veux dire, quand il fait moche, on n'a pas trop envie de faire beaucoup. Okay. Et puis, mais c'est sûr que la fatigue, elle est ressentie un peu différemment par rapport à des neurotypiques. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il y a des moments où, effectivement, je ne suis pas motivée pour faire quoi que ce soit. Et puis, je traîne un petit peu, j'essaie de trouver des choses pour... ne pas rester assise toute la journée à regarder la mouche passer, par exemple. Mais ouais, c'est... Donc c'est un peu je crois comprendre peut-être la modulation de votre niveau d'énergie, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une activité, vous pouvez vous donner à fond complètement. Et puis, quand c'est un truc qui plaît vraiment, ou, par rapport aux intérêts spécifiques, ça aussi forcément. Donc oui, effectivement, ça joue. Ce que les parents expliquaient, c'est que quand elle revient, par exemple d'une soirée pyjama, la jeune, elle est exténuée parce qu'elle a tellement donné pour camoufler, pour exceller auprès de ses copines, essayer de faire comme toutes les autres, que quand elle revient de cette soirée pyjama, le lendemain, en fait, elle est épuisée. Et que là, ses parents, finalement, ils sont dans l'incapacité de lui demander quoi que ce soit, parce qu'elle va passer sa journée soit à dormir, ou alors, voilà, elle est vraiment plus possible de rien, tellement elle a donné, et effectivement, la maman décrit sa jeune fille complètement épuisée. Au niveau de la fatigue, alors comment ça se passe? Est-ce que finalement... une journée de cours, c'est beaucoup, c'est trop fatigant. Parfois, les gens me disent, quand je reviens, je suis plus capable de rien faire du tout, parce que je suis tellement fatigué que je peux simplement que me coucher. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. J'avais cette impression, je l'ai moins, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que c'est super désagréable, mais j'avais vraiment cette impression, on va dire au niveau collège, dès que je sortais de ma chambre, je me sentais agressé
par tout ce qui existait. C'est-à-dire l'environnement me plaisait pas, les gens que je fréquentais me plaisaient pas, la pression sociétale qu'on me mettait, c'est-à-dire réussir des études et un travail, fait comme tout le monde, des trucs comme ça, c'est extrêmement angoissant en fait à la longue. Et plus on considère de choses, et de la même manière que j'ai dit avant, plus on y attribue une valeur angoissante, et plus ça met énormément de pression sur le simple fait de vivre. Et c'est extrêmement fatigant, et des fois même dans certaines situations, on n'a pas de bulle comme moi j'avais, où moi j'étais dans ma chambre. Il y a des gens qui n'ont pas forcément cette chance-là d'avoir un moment pour se reposer. La fatigue, alors, du coup, parce que c'est... J'ai envie de dire, c'est un trait commun à quasiment tous les types de handicap, où on voit que c'est énorme, hein, la fatigabilité. Ouais. Et bah oui, à la fin d'une journée, je pense que les personnes, elles sont HS. Hein. Donc c'est aussi, peut-être aussi voir comment on les aide à séquencer leur journée dans leur rythme, de se dire plutôt que de faire jusqu'à l'épuisement. Souvent on entend, hein, je suis dans mon truc là et je vois pas le temps passer et je suis épuisée à la fin. Peut-être de réapprendre à dire, mais peut-être faire des pauses, ou d'aller s'aérer, ou de faire du sport. Ils donnent tellement dans la journée à l'école, il n'y a pas que l'école. Dès qu'ils sortent de la maison et qu'il faut interagir, c'est tellement coûteux que quand ils rentrent à la maison, ils n'ont plus rien. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'ils vont faire des devoirs ou réviser. C'est très compliqué. Ils le font. Quand ils sont obligés ou quand il y a vraiment quelque chose, mais sinon ils vont arrêter, ils ne vont pas faire de devoirs, c'est que ça ne pas faire de devoirs et être en forme pour aller à l'école le lendemain. Sinon, ils vont réussir à faire le devoir, mais ils ne vont pas réussir à aller à l'école le lendemain. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il faut choisir. Soit ils font le devoir le soir, et ils ne font pas d'école pour rendre le devoir, soit ils ne font pas, ils vont à l'école, mais sans avoir fait le devoir. Donc, parce que c'est trop. Et eux, ils sont capables d'en parler de cette fatigue qu'ils ressentent quand ils reviennent. Ils ne disent rien. Non. Non, son frère, celui qui a 17 ans, il se couche sur le lit et il se couvre jusqu'à la tête et il reste sans rien dire. Il ne dit rien. Et elle va faire le tour de la table. C'est comme ça que se repose. Et le petit, il va sauter dans tous les sens. Lui, il se fatigue. Chacun fait. Et moi, je ne peux pas intervenir. Je ne parle pas avec l'autre qui est dans son coin, je n'interromps pas celle qui fait le tour de la table, je n'interromps pas l'autre qui saute. Donc. Par exemple, là, j'ai un jeune qui est au collège. Alors, il n'est pas du tout à l'aise dans le sport. D'ailleurs, il vient me voir en prise en charge sur ses horaires où il a sport. Comme ça, du coup, ça minimise la casse, comme il dit. Mais du coup, quand il a sport, en fait, il est vraiment très impacté parce que pour lui, il dit c'est trop coûteux en énergie pour lui parce qu'il y a tellement de choses à gérer, il y a tellement de choses qu'il ne comprend pas que effectivement c'est difficile. Et en plus, c'est les premières heures de sa journée. Donc quand il a sport, enfin voilà, quand il vient pas me voir, et quand il va au sport, du coup, il y a un impact finalement sur toutes les autres matières de la journée. Et quand il a effectivement des interros après le sport ou même l'après-midi, il dit que voilà, son énergie, c'est plus possible, il n'arrive plus. Donc il y a ça, et donc sa maman disait qu'il y a des soirs, effectivement, il n'est même plus en capacité de manger, parce qu'il est tellement fatigué, ou d'aller se laver. Enfin voilà, il y a des choses qui vont finalement aussi impacter sur son intimité personnelle, quotidienne. Et ça, voilà, ça entrave quand même aussi son autonomie personnelle. Au niveau de la fatigue, comment ça se traduit? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle peut être très fatiguée à certains moments Oui, par rapport à certains contextes particuliers? Oui, mais quand la journée qui finit à 17h30, elle est plus fatiguée, alors elle a ses moments de ressources. Si elle a son moment de ressources, ça va, d'aller au pool, d'aller au fond du jardin. Dans les émotions, il y a notamment ça, c'est de filer au fond du jardin le plus vite possible et de revenir, quoi.
Enfin, pas revenir tout de suite parce qu'entre temps il se passe des choses. Mais... Donc quand elle revient de l'école, enfin du oui, collège, ça peut être ça. Ouais. Elle a besoin de ce sas. Ou d'aller dessiner, hein, toujours. Pareil, quand tu vas aller dessiner, je me souviens plus la question. Du coup. Bah, c'est la fatigue. Est-ce qu'elle vous fait pas que ça fatigue vous l'avez remarqué, qu'elle soit plus associée à certaines situations. Bah, l'école, par exemple, c'est un contexte qui est fatigant. Ouais, c'est rare qu'elle me dise je me sens fatiguée. C'est moi qui vois les symptômes d'une hypersensibilité aux odeurs, à sa sœur. Elle va se checker beaucoup plus vite avec sa sœur, quasiment instantanément. Ou me répondre vertement tout de suite dès que je dis une chose. Du coup, oui, là je vois qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin d'un moment de ressources, quoi. Vous avez remarqué aussi au niveau des particularités sensorielles, c'est plus intense quand elle est fatiguée? Eh ben, oui, elle les supporte moins. Elle les a toujours, mais elle les supporte moins. Ouais, elle est sensible à l'haleine de son AESH notamment. C'est du coup un peu compliqué pour elle. On en a parlé aujourd'hui parce que du coup je ne savais pas que ça lui posait autant de soucis. Donc on a parlé d'huile essentielle peut-être à mettre à l'entrée du nez. Ça peut être ça. Oui, les odeurs du coup quand elle est fatiguée ou s'il y a plusieurs facteurs. Par exemple dans certains cours il y a des profs une prof avec qui il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Plus un îlot de travail où ils sont à 4 et qu'il y en a une qui n'arrête pas de toucher son stylo ou de passer devant elle pour chercher son crayon. Et que le voisin, en plus, quand il parle, pour elle, c'est une mauvaise haleine, elle ne peut plus se concentrer sur rien, elle n'est plus du tout dans l'apprentissage. Ça c'est beaucoup trop. Et ouais, là, elle ne peut même pas prendre sur elle, Par exemple, pour une jeune aussi, le temps de récréation, par exemple, lui a été dédié un espace où elle pouvait justement pouvoir se ressourcer et puis se décharger, où la jeune, en fait, elle va faire des tours, elle va mettre sa musique, elle va se décharger un petit peu. Donc elle dit que c'est très bien, mais qu'ensuite, quand elle repart, il y a encore ce contexte sensoriel qui est toujours présent et qui vient encore. Donc elle dit, même si j'ai des espaces de répit, malgré tout, sur toute une journée, c'est trop. Et qu'effectivement, ça impacte aussi sur le fonctionnement de pensée, sur les apprentissages. Enfin, voilà, le fonctionnement sensoriel, finalement, il va aussi impacter sur les apprentissages, sur les relations sociales, sur la compréhension. Et que même si on met des aménagements, sur toute une journée, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Et que ce qu'il demanderait, par exemple, pour la scolarité, mais peut-être les adultes, c'est aussi le cas, c'est des aménagements au lieu de faire toute une journée, avec même des pauses, c'est des demi-journées. Ou c'est de l'aménagement sur une durée plus longue, en fait, pour pouvoir répondre à cette sensorialité qui est différente. En même temps, on pourrait imaginer que c'est des personnes qui se donnent plus, peut-être au travail, que les autres, qui sont à ce moment-là peut-être plus, on parlait tout à l'heure de perfectionnisme, méticuleuse, plus... Alors effectivement, au travail, je pense qu'elles tendent comme ça vers une perfection et d'être méticuleux, d'avoir une certaine rigueur. Après, c'est souvent aussi des personnes qui sont à temps partiel. À leur poste, justement peut-être par rapport à une fatigabilité. Voilà. D'accord. Peut-être pas au poste même, mais sur un rythme hebdomadaire, effectivement, le fait de proposer un temps partiel, c'est plus facilement gérable pour eux. Ok. Donc là, c'est des travailleurs ESAT, mais finalement qui souvent ne peuvent travailler qu'à temps partiel. Qu'à temps partiel. Probablement en lien avec la fatigabilité. La fatigabilité. Il y aurait une question sur le vieillissement des personnes avec autisme au fil des années, comment les personnes évoluent dans la vie de tous les jours. Est-ce que les troubles du comportement sont encore plus fréquents, voire plus violents, ou au contraire, on constaterait une régression? Est-ce que des études là-dessus, sur le vieillissement des personnes avec autisme, ce serait vraiment intéressant. Je pense à un autre point aussi sur la recherche, c'est peut-être aussi le travail un peu plus sur les émotions. Comment les aider à identifier leurs émotions et qu'ils arrivent à pouvoir dire, voilà, quand telle émotion est ressentie, de quoi j'ai besoin. Je trouve que, il y a déjà pas mal d'outils, mais ça peut être des fiches
des fiches avec plusieurs pistes, par exemple. Comment anticiper, enfin, c'est ce que je fais déjà, en fait, mais que j'ai appris peu à peu à faire. Ces histoires de bulles pour préparer les bagages, etc. Enfin, toutes ces petites astuces, en fait. C'est plus une Des à outils. des pistes de travail, ouais, des pistes de travail pour gérer une émotion, pour gérer un échéancier, enfin, des choses à faire, comment arrêter l'activité, enfin, ouais, tout ce que j'ai évoqué, en fait, ou par des mini-films avec différentes pistes pour les enseignants, ou pour les parents, ou pour la fratrie. Je trouve que c'est chouette quand il y a des petits films en fait qui montrent plusieurs outils parce que c'est tellement différent d'un enfant à l'autre. Enfin, oui, il y a des choses qui marchent mais qui ne marcheraient pas avec d'autres enfants, quoi. Donc, ouais, tout ça outils, ouais. Ben, je trouve que, en tout cas là pour les profils d'ados, en tout cas, c'est là où, alors chez le petit aussi, hein, mais je trouve que la difficulté vraiment c'est au niveau cognitif à comprendre qu'est-ce qui freine, parce que la personne elle-même finalement ne comprend pas, pas par rapport à des difficultés intellectuelles, c'est juste que ce fonctionnement-là, elle a beau avoir envie, la motivation elle est là, mais voilà, elle n'y arrive pas. Il y a un blocage qui se fait. Et là, justement, je reprends le terme d'un enfant qui disait c'est accablant parce que je prends conscience de ça, mais j'arrive pas. J'arrive pas à me mettre à l'action, j'arrive pas à me mettre à la tâche. Et ça, du coup, ça impacte l'émotion aussi, parce que du coup, ce jeune, il se fâche avec lui-même, parce qu'il analyse très bien la situation, mais il ne comprend pas et il ne sait pas quelle stratégie, parce qu'il cherche des stratégies, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est vrai que ça serait bien d'éclairer un petit peu de manière objective ce fonctionnement-là. Et puis pour moi, c'est cette fatigabilité en fait dans ces profils d'enfants où je trouve que les personnes qui ne sont pas sensibilisées ne prennent pas en considération en fait parce que c'est des jeunes qui vont camoufler, qui vont trouver des stratégies pour toujours essayer de faire en sorte d'y arriver et d'être dans une excellence de performance, mais qui va impacter une anxiété, du stress et cette fatigue en fait qui pour eux finalement vient entraver leur quotidien, leur intimité, leur autonomie. Donc c'est vrai que je pense que ça c'est une thématique, en tout cas l'impact de ce fonctionnement atypique là sur cette fatigabilité aussi. Les chercheurs, je pense que vous avez cette capacité de compréhension des personnes neurodivergentes, que ce soit au travers de la recherche, mais aussi de ce qu'on est en train de faire là, d'une interview. Vous allez pouvoir accumuler plein de connaissances, et la communication avec ça, je pense qu'elle pourra toucher beaucoup de gens et elle aura beaucoup de poids. Alors sur les sciences dures, je n'ai pas trop d'avis parce que c'est un monde complexe et puis nous on est plutôt je dirais pas dans la clinique, on est de façon très humble dans l'apport de l'autre. Moi je verrais plus tout ce qui peut finalement dans l'optique d'une accessibilité dite universelle, qu'est-ce que les personnes autistes, leur fonctionnement, leur façon de fonctionner dans la vie, mais aussi par rapport à ce qu'on peut mettre en place comme aménagement, etc. Finalement, qu'est-ce que ça révèle du monde dans lequel on est, de nos dysfonctionnements? Ça, c'est intéressant. Ce serait intéressant d'étudier davantage là-dessus. Et finalement, qu'est-ce que ça nous permet de proposer comme parcours avec et pour la personne dans les aménagements, etc., mais qui servirait finalement à tout le monde, parce qu'on est plutôt, nous, dans cette optique-là. C'est cette diversité-là, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous apprend de nos fonctionnements à nous, et comment on peut changer la relation pédagogique, comment ça peut servir à d'autres, et en partant du potentiel, pas seulement des manques de la personne, mais surtout de son potentiel, ce que ça apporte finalement dans notre société. Là, c'est intéressant, je trouve. Donc, ça serait plus une approche psychosocio, finalement, ou philosophique de la question qui moi, personnellement, m'intéresse.